cérémonie. Toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin donné en l'honneur des fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un étui en or massif, où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau garni d'or fin, de diamants et de rubis. Mais, comme chacun prenait place à la table, on vit entrer une vieille fée que l'on n'avait pas conviée à venir, parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était pas sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui en or massif comme aux autres, parce qu'on en avait fait faire 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommola quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées qui se trouvait près d'elle l'entendit et, jugeant qu'elle pourrait donner quelques fâchetons à la petite princesse, alla dès qu'on fut sorti de table se cacher derrière la tapisserie afin de parler la dernière et de pouvoir tout réparer autant qu'il lui était possible. Cependant, les fées commencèrent à faire leur don à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde. Celle d'après, qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième, qu'elle aurait une grâce admirable dans tout ce qu'elle entreprendrait. La quatrième, qu'elle danserait parfaitement. La cinquième, qu'elle chanterait comme un rossignol. Et la sixième, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments à la perfection. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit, en branlant la tête, encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleura. Dans ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie et dit tout haut ces paroles. Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra point. Il est vrai
son évanouissement, n'avait point ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos jusqu'à ce que l'heure de son réveil fût venue. La bonne fée qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans était dans le royaume de Madaquin, à 12 000 lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain qui avait les bottes de 7 lieues. La fée partit aussitôt, et on la vit, au bout d'une heure, arriver dans un chariot tout de feu, traîné par des dragons. Le roi alla lui présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'elle avait fait, mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que, quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château, hormis le roi et la reine, les gouvernantes, filles d'honneur, femmes de chambre, gentilshommes, officiers, maîtres d'hôtel, cuisiniers, gardes, pages et valets de pied. Elle toucha aussitôt tous les chevaux qui étaient dans les écuries avec les palefreniers. Dès qu'elle les eut tous touchés, tous s'endormirent à leur tour pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse, afin d'être tous prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches même, qui étaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent, et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment. Il faut dire que les fées ne sont pas longues à la besogne. Alors, le roi et la reine, après avoir embrassé leur cher enfant sans qu'elle ne s'éveille, sortirent du château et firent publier des défenses à quiconque d'en approcher. Ces défenses n'étaient pas nécessaires, car il eût cru dans un quart d'heure, tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres, de petits, de ronces et d'épines entrelacées les unes sur les autres, que bêtes ou hommes ne purent y passer, de sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château. On ne se douta point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux. Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors, et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce qu'étaient que les tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon ce qu'il avait ouï parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait, et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les pouvoir manger à son aise, et, sans qu'on l'on pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savait qu'en croire lorsqu'un vieux paysan prit
déjà promise. Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu. Il crut, sans balancer, qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et poussé par l'amour de la gloire, il résolut de voir sur le champ ce qu'il en était. À peine s'avança-t-il vers le bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il marcha vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue, où il entra. Et ce qu'il vit le surprit un peu. Il vit que personne de ces gens ne l'avait pu suivre, parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il était passé. Il ne laissa pas de continuer sur son chemin. Un prince jeune et amoureux est toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour, où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux, l'image de la mort s'y présentait partout, et ce n'étaient que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant bien, au nez bourgeonné et à la face vermeille des Suisses, qu'ils étaient endormis. Et leur tasse, où il y avait encore quelques gouttes de vin, montrait qu'ils s'étaient endormis en buvant. Il passa une grande cour pavée de marbre. Il monta l'escalier, entra dans la salle des gardes, qui était rangée en haie, la carabine sur l'épaule, et ronflant fort. Il traversa plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout et les autres assis. Il entra dans une chambre toute dorée, et il vit sur un lit dont les rideaux étaient ouverts de leur côté le plus beau spectacle qu'il n'eût jamais vu. Une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla, et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue semble le permettre. « Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Vous vous êtes fait attendre. » Le prince, charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles s'étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il l'assura qu'il l'aimait plus que tout lui-même. Ses discours furent mal rangés, et il en plurent davantage. Peu d'éloquence, mais beaucoup d'amour. Il était bien plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en étonner. Elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à lui dire, car il y a l'apparence, l'histoire n'en dit pourtant rien, que la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avait procuré le plaisir de songes agréables. Enfin, il y avait 4 heures qu'il parlait, et il ne s'était pas encore dit la moitié des choses qu'ils avaient à se dire. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse, et chacun songeait à faire sa charge. Et, comme ils n'étaient pas tous amoureux, ils mouraient de faim. La dame d'honneur, pressée
s'impatienta et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever. Elle était tout habillée et fort magnifiquement, mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme sa grand-mère et qu'elle avait un col monté. Elle n'en était pas moins belle. Ils passèrent dans un salon de miroirs et y soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de belles pièces, mais excellentes, quoiqu'il eût près de 100 ans qu'on ne les joua plus. Et après souper, sans perdre de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame d'honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu. La princesse n'en avait pas grand besoin, et le prince la quitta dès le matin pour retourner à la ville où son père devait être en peine pour lui. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi, son père, qui était bonhomme, le crut, mais sa mère n'en fut pas bien persuadée, et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse, et qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser quand il avait couché 2 ou 3 nuits dehors. Elle se douta qu'il avait une amourette, car elle vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers, ayant eu 2 enfants, dont le premier, qui fut une fille, fut nommé Aurore, et le second, un fils qu'on nomma Jour, parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. La reine dit plusieurs fois à son fils, pour le faire expliquer, qu'il fallait se contenter dans la vie, mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret. Il la craignait, quoiqu'il l'aimât, car elle était de la race des ogresses, et le roi ne l'avait épousée qu'à cause de sa grande fortune. On disait même tout bas à la cour qu'elle avait des inclinaisons des ogres, et qu'en voyant passer de petits enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Ainsi, le prince ne voulut jamais rien en dire. Mais quand le roi fut mort, ce qui arriva donc au bout de 2 ans, et qu'il se vit le maître, il déclara publiquement son mariage et alla en grande cérémonie quérir la reine sa femme dans son château. On lui fit une entrée magnifique dans la ville capitale, où elle entra au milieu de ses enfants. Quelque temps après, le roi alla faire la guerre à l'empereur Cantalabutte, son voisin. Il laissa la régence du royaume à la reine, sa mère, et lui recommanda fort sa femme et ses enfants. Il devait être à la guerre tout l'été, et dès qu'il fut parti, la reine-mère envoya sa bru et ses enfants dans une maison de campagne dans les bois, pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie. Elle s'y rendit quelques jours après et dit un soir à son maître d'hôtel: « Je veux manger demain à mon dîner la petite Aurore. » Madame, dit le maître d'hôtel. « Je le veux, dit la reine, et elle le dit d'un ton d'ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche. Et je la veux avec de la sauce et beaucoup d'épices. » Ce pauvre homme
se jouer à une ogresse, prit son grand couteau et monta à la chambre de la petite Aurore. Elle avait alors 4 ans et vint en sautant et en riant se jeter à son col et lui demander une friandise. Mais elle se mit à pleurer. Le couteau tomba des mains de l'homme et alla dans la basse-cour couper la gorge à un petit agneau à la place. Il le fit cuire avec une bonne sauce, comme sa maîtresse lui avait demandé, et elle lui assura qu'elle n'avait jamais rien mangé de si bon. En même temps, il avait emporté la petite Aurore et l'avait donnée à sa femme pour la cacher dans le logement qu'elle avait au fond de la basse-cour. 8 jours après, la méchante reine dit à son maître d'hôtel: « Je veux manger à mon souper le petit jour. » Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l'autre fois. Il alla chercher le petit jour et le trouva avec un petit fleuret à la main, dont il faisait des armes avec un gros singe. Il n'avait pourtant que 3 ans. Il le porta à sa femme, qui le cacha avec la petite Aurore, et donna à la place du petit jour un petit chevreau fort tendre, que l'ogresse trouva admirablement bon. Cela était fort bien allé jusque-là, mais un soir, cette méchante reine dit au maître d'hôtel: « Je veux manger la reine à la même sauce que les enfants. » Ce fut alors que le pauvre maître d'hôtel désespéra de pouvoir la tromper une nouvelle fois. La jeune reine avait 20 ans passés, sans compter les 100 ans qu'elle avait dormi. Sa peau était un peu dure, quoique belle et blanche, et le moyen de trouver dans la ménagerie une bête qui puisse lui ressembler était inenvisageable. Il prit la résolution